je vous l'avais annoncé après l'examen des crédits du patrimoine pour l'année 2023, nous recevons ce matin Guillaume Poitrinal et Célia Véraud, respectivement président et directrice générale de la Fondation du patrimoine, afin de faire un point avec eux sur la situation de leur établissement et plus globalement sur l'état général de notre patrimoine. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois parmi nous. Notre commission est, comme vous le savez, très attachée à la préservation du patrimoine. Nous considérons que sa conservation et sa transmission de ces édifices constituent un véritable enjeu pour nos territoires, d'un point de vue culturel, mais aussi économique, touristique, social, et j'ajouterais même écologique, tant la réhabilitation du patrimoine pourrait être un moyen de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux constructions nouvelles. L'action de votre fondation est évidemment fondamentale dans la préservation du patrimoine, en particulier du patrimoine non protégé qui ne bénéficie d'aucun soutien de la part de l'État. Elle est un partenaire d'un grand nombre de collectivités territoriales pour la restauration de leur patrimoine. Ce n'est pas un hasard si le législateur a souhaité conforter ses moyens d'action en adoptant en 2021 une loi visant à moderniser ses outils et sa gouvernance sur l'initiative de notre collègue Dominique Vérien. C'est bien que son action est reconnue et doit absolument être poursuivie. La création de la mission Berne en 2017 et l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019 ont donné à votre établissement une ampleur nouvelle en faisant de lui l'une des principales institutions de référence en matière de sauvegarde du patrimoine. Nous serions évidemment très désireux que vous nous donniez des éléments de bilan sur ces différents sujets. Nous sommes conscients que le secteur du patrimoine a été très affecté par la crise sanitaire et continue à en ressentir certains effets malgré le plan de relance. Dans ce contexte, quelle est la situation de la Fondation ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez encore faire face ? Surtout, quelles sont vos ambitions pour les années à venir ? Les récents travaux de notre commission sur les questions liées à la préservation du patrimoine montrent que les chantiers sont nombreux. Je pense par exemple au rapport de nos collègues Anne Ventalon et Pierre Ouzoulias sur le patrimoine religieux, qui vous a inspiré, je crois, la création d'un prix décerné à des bonnes pratiques en matière d'usage partagé ou de reconversion d'édifices religieux. Je pense aussi aux menaces que fait peser la transition écologique et énergétique si elle n'est pas correctement articulée avec les impératifs de préservation du patrimoine. C'est un point sur lequel notre collègue, notre rapporteur Sabine Drexler nous a alertés il y a à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre de son avis budgétaire, et qui nécessite que tous les acteurs du patrimoine se mobilisent. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, je vais vous laisser la parole pour une présentation liminaire, et puis après, bien sûr, nous aurons les uns et les autres des questions à vous poser. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravi d'être là avec Célia, car nous sommes ici dans une institution qui a toujours soutenu la Fondation du patrimoine depuis sa création en 1996. C'est à la fois une jeune et une vieille institution. Le succès récent que vous avez vu de la Fondation du patrimoine, qui a multiplié par 3 son budget depuis 2017, ce succès, il illustre à la fois la qualité du travail de Célia et de nos bénévoles, mais aussi l'urgence à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui vis-à-vis de la dégradation du patrimoine. Depuis 25 ans, nous avons sauvé 35 000 sites patrimoniaux, c'est-à-dire en fait un site à peu près tous les 5 km en France, en moyenne. C'est donc considérable. Nous sommes intervenus dans plus de 18 000 communes, donc plus d'une commune sur 2 a vu la Fondation du patrimoine s'intéresser à un moulin, à un théâtre, à un pigeonnier, à une église, à un pont, et ce qui a permis de fédérer les énergies. L'idée toute simple du début est une idée, à mon avis, très d'actualité. Elle consiste à dire on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut que les énergies locales se mobilisent. Il faut que la philanthropie puisse jouer un rôle. Et quand ces énergies locales se mobilisent, quand nos bénévoles organisent des collectes, animent des collectes, eh bien, tout d'un coup, à la fois, nous recevons de l'argent dans les souscriptions, nous recevons des mécénats d'entreprises, nous intéressons les collectivités locales, les départements, les régions,
Et évidemment, nous faisons la promotion dans la presse quotidienne régionale et à travers tous les médias de ces opérations de sauvetage. À titre liminaire, je voudrais dire que dans ce pays qui aime bien la division, avec le football, le patrimoine, c'est œcuménique. C'est-à-dire, c'est une cause dans laquelle il y a peu de débats politiques, il y a peu de partis politiques qui s'opposent à la préservation du patrimoine et à la transmission de l'immense héritage que nous avons reçu de nos grands-parents et de nos ancêtres, et qui font la différence entre la France et beaucoup de pays. La France est née d'une puissance agricole, et donc elle a des villages absolument magnifiques partout en France, et il convient de s'y intéresser. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que nous avons aujourd'hui dans ce grand hôpital qu'est la Fondation du patrimoine, aujourd'hui en souscription, nous avons 2178 projets ce matin sur le compteur, parmi lesquels 1000 églises, 150 châteaux, 30 ponts, 27 moulins, 17 musées, 20 maisons d'artistes, 13 théâtres. Et après, je vous épargne les petits ponts, les petits chemins, etc. Donc, et les locomotives, les avions exceptionnels, les bateaux, les aérotrains, voilà. Nous avons absolument tout ce que la France dispose de patrimoine un peu exceptionnel et avec un seul objectif, pouvoir le transmettre et le valoriser. Quand je dis valoriser, c'est important parce que il n'y a pas de meilleure assurance pour la conservation du patrimoine que de lui redonner un usage. Alors vous allez me dire, cet usage, ça peut être la visite. Oui, certes, ça peut être la visite. Mais ça peut être aussi une église transformée en salle des fêtes. Ça peut être, alors évidemment, après des affectations, hein, je ne veux pas ici choquer personne. Nous ne militons pas pour la fermeture des églises, nous militons pour qu'il y ait un usage sur ces bâtiments qui sont souvent oubliés, désaffectés, évidemment. Ça peut être aussi du développement économique. On n'a pas de problème à ce qu'il y ait un peu de commerce, des services publics qui puissent revenir à l'intérieur de ce patrimoine. On a aussi beaucoup d'usages qui sont réapparus. Je pense à un pont Eiffel magnifique qui aujourd'hui, sur lequel il y a un GR, un chemin de grande randonnée, alors que ce pont avait été fermé pendant plus de 30 ans. Voilà, donc on est très attentif à cette question je dirais, d'usage, de destination. Quand un maire vient nous voir avec un projet de rénovation d'un théâtre à l'italienne 1850, la première question qu'on pose, c'est évidemment, on va se mettre au boulot, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme programmation dans ce théâtre aujourd'hui? Qui peut s'en occuper? Et très souvent, on arrive sur la question du bénévolat. Et le bénévolat, c'est la grande ressource. Sans nos 850 bénévoles répartis sur tout le territoire, c'est-à-dire une délégation départementale par département, une délégation régionale par région, et plutôt les anciennes régions, parce que les nouvelles régions ne nous conviennent pas, tellement elles sont considérables par leur importance. Je rappelle que la région Nouvelle-Aquitaine est grande comme l'Autriche, et qu'évidemment, je ne peux pas demander à un délégué régional basé à Bordeaux d'être l'après-midi à Châtellerault et le soir même au fond du Pays Basque. C'est strictement impossible, en passant par le plateau des 1000 vaches, pour ceux qui connaissent la géographie. Donc, c'est tout à fait saugrenu. Donc, nous sommes restés dans ce dispositif, et c'est bien cette armée de bénévoles que nous souhaitons. Vous m'avez parlé tout à l'heure de nos ambitions. Nous sommes 850 bénévoles. Nos amis anglais ont 30 000 bénévoles dans le National Trust. Vous voyez le chemin qui nous sépare de l'exemple anglais. Avec Célia, nous nous sommes fixés l'objectif de doubler le nombre de bénévoles dans les 3 ans qui viennent. De la même façon que nous étions fixés l'objectif de tripler le budget de la Fondation depuis 4 ans, et nous avons réussi ce pari. Donc le gros effort qui va venir maintenant, c'est pour nous d'intéresser les bénévoles. Bénévoles à la fois retraités, évidemment, c'est un réservoir qu'on préserve, qu'on chouchoute, mais aussi des bénévoles actifs, qui peuvent non pas donner 4 ou 5 jours. On a des retraités qui travaillent à temps plein. Ils travaillent souvent des retraités qui me disent « je travaille plus pour la Fondation que du temps de mon ancien employeur ». Donc, mais aussi des bénévoles qui nous apportent des compétences 1 heure, 2 heures,
par semaine sur une thématique particulière, la présence sur les réseaux sociaux, l'accompagnement de projets, la levée de fonds, la petite collecte, etc. Je rappelle que sur nos ressources, en fait, nous avons différentes ressources. Alors, Président Lafont, pour être très direct, une des premières ressources à l'époque, beaucoup moins maintenant, de la Fondation du patrimoine, sont les fameuses successions en déshérence. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 8 millions d'euros. Ça a remonté un petit peu les successions en déshérence. Donc les domaines nous versent 8 millions d'euros des successions en déshérence, qui permet de couvrir très largement nos délégations, nos bureaux, parce qu'on a des bureaux, et nos 75 salariés si j'ai le bon chiffre à jour. Mais ensuite, nous travaillons beaucoup avec du petit don, de la petite collecte, donc les fameuses 2700 souscriptions ouvertes sur notre site internet en permanence. C'est ce que les Américains appelleraient du crowdfunding, hein, mais c'est de la souscription populaire. Nous avons des mécénats avec les entreprises, clubs de mécènes dans les régions, grandes opérations de mécénat, et je vais y revenir tout à l'heure parce que j'ai une demande à vous faire de modification législative sur ce sujet. Grands mécènes, donc avec Total, avec la maison Dassault, enfin la famille Dassault plus exactement, avec AXA, avec AG2R La Mondiale, avec Gessina. Donc de grandes opérations de mécénat. Et puis le loto du patrimoine. Alors, le loto du patrimoine est une merveilleuse invention. En fait, c'est une coopération, c'est une association entre la personnalité très reconnue et très appréciée de Stéphane Bern, et puis nos bénévoles qui, avec les DRAC d'ailleurs, avec le ministère de la Culture, vont identifier ces projets et puis les sélectionner pour ressortir un projet par département et un projet par région, avec également l'aide de la Française des Jeux qui nous aide et qui complémente d'ailleurs son soutien par une opération de mécénat qui vient s'inscrire en parallèle en fait de ces tirages de loto qui sont très, très populaires et qui permettent de mettre en lumière à chaque fois nos opérations de sauvetage. Autre axe pour l'avenir, le patrimoine naturel, 62 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée. Nous avons été là, comme nous l'avions été d'ailleurs pour l'incendie de Notre-Dame, nous avons été là pour répondre à travers une souscription pour replanter ces forêts. La Fondation du patrimoine, c'est évidemment le bâti, c'est évidemment des objets, des moyens de transport, c'est aussi le patrimoine naturel. Nous intervenons très souvent à l'appui d'opérations. Je peux vous donner un exemple, par exemple dans le Marais Poitevin, nous sommes ici pour replanter les petits arbres têtards qui sont menacés par le réchauffement climatique et un insecte qui vient les faire mourir, un champignon plus exactement, plus précisément. On est intervenu sur le canal du Midi, on intervient dans des marais pour préserver des marais qui sont menacés, et on a de plus en plus de demandes sur le thème du patrimoine naturel. C'est donc un sujet sur lequel nous allons très clairement œuvrer dans les années qui viennent. Alors vous m'avez demandé 2 propositions. Je ne suis pas venu avec les textes, mais Célia pourrait vous les rédiger dans l'après-midi si vous le souhaitez. La première, c'est que nous sommes clairement victimes vis-à-vis des grands mécènes de cette limitation à 2 millions d'euros de la déduction à 60% des mécénats des grandes entreprises. Cette limitation, elle a eu comme origine des polémiques sur des fondations d'entreprises qui portaient le nom des entreprises elles-mêmes. Et on peut parfois comprendre cette polémique, même si on n'a pas vocation à y participer. Pour ce qui s'agit des fondations reconnues d'utilité publique, qui sont placées comme nous sous des tutelles ministérielles et qui ne portent pas le nom d'entreprise privée, je pense qu'il conviendrait de revenir à l'ancien système, c'est-à-dire supprimer ce plafonnement à 2 millions des 60% de déduction. Je pense que ça ne coûterait absolument rien à Bercy, parce que je vous rappelle, en tout cas pour ce qui nous concerne, qu'à chaque fois que nous envoyons 100 € pour des travaux, il y a généralement 20% de TVA pour commencer, et sans compter les impôts de production et les impôts sur les sociétés des artisans qui sont nos contreparties pour la rénovation de ces bâtiments.
Donc quand on aide la Fondation du patrimoine, on aide d'abord les finances de Bercy, il faut le reconnaître. Et donc je trouverais assez naturel que nous n'ayons plus cette limite à 2 millions d'euros pour des très grands groupes qui peuvent donner bien davantage et qui se sont vus limités maintenant dans leur capacité d'être philanthropes, ce qui quand même est un peu un comble. Et puis le deuxième sujet que je voulais apporter ici, c'est un sujet qui concerne en effet l'épineuse question de la rénovation thermique. Oui, il faut rénover nos bâtiments, mais rénover des bâtiments à caractère patrimonial, c'est éminemment plus cher que de rénover des bâtiments qui sont plus modernes. Et c'est d'autant plus cher qu'évidemment, on a très souvent des architectes des bâtiments de France et qui surveillent qu'on ne mette pas des fenêtres, des huisseries en plexiglas et qu'on ne vienne pas faire une doublure par l'extérieur de la façade avec du crépi. Donc ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher et, à mon avis, une des solutions serait de pouvoir étendre le champ du label de la Fondation du patrimoine. Vous savez que le label est notre deuxième outil d'intervention. Nous délivrons des labels qui permettent aux bénéficiaires de labels de défiscaliser 50% des dépenses qu'ils font, mais ce label, qui est très encadré, il est encadré parce qu'on va rechercher les avis des ABF, évidemment c'est juste sur du patrimonial, c'est-à-dire des objets non classés d'intérêt patrimonial visibles de la voie publique. Ce label ne concerne que des travaux de visibilité extérieure, c'est-à-dire des huisseries vues de l'extérieur, des toitures vues de l'extérieur. Or, nous, très honnêtement, les opérations de rénovation, on souhaite plutôt qu'elles aient lieu à l'intérieur. C'est-à-dire que le doublage, il est vraiment lieu à l'intérieur. Et donc, on vous propose, pour ce cas particulier des labels, des bénéficiaires de labels, que les opérations d'isolation puissent rentrer très clairement à l'intérieur de ce label. Je pense que c'est un petit effort, mais cet effort, il est nécessaire pour permettre l'isolation de ce petit patrimoine. Voilà, c'était deux suggestions, en tout cas pour clore mon propos, en attendant vos questions. Merci, Monsieur le Président. Avant de donner la parole à mes collègues, juste un point peut-être sur Notre-Dame, sur la rénovation de Notre-Dame suite à son incendie. On sait que la collecte de dons a été très importante, 850 millions d'euros. Les travaux sont en cours de réalisation, bien entendu. Quel est votre point de vue à la fois sur la mobilisation forte et puis sur l'utilisation des fonds ainsi collectés? Notre-Dame est une opération formidable. C'est un grand soulèvement populaire. Et pour la première fois dans notre pays, en fait, une opération de sauvetage patrimonial va être 100% financée par du mécénat et des dons. Et la collecte Notre-Dame qui nous a beaucoup occupés, puisque la Fondation, si j'exclus les donations dites des milliardaires français, la Fondation du patrimoine a collecté les 2/3, avec ses 232 millions, a collecté les 2/3 des dons à la fois en nombre et en volume. Donc la grande collecte populaire, et vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont donné à cette grande collecte populaire. On a reçu des dons d'ailleurs du monde entier pour Notre-Dame. La grande collecte populaire est largement arrivée à la Fondation du patrimoine, ce qui nous donne une responsabilité particulière. J'ai regretté, et je continue de regretter, que la Fondation et que les fondations en général aient été écartées de la gouvernance de l'établissement public. Et que la loi n'ait pas prévu qu'il y ait une représentation de ces donateurs qui, finalement, qu'ils soient grandes entreprises ou particuliers, vont permettre cette magnifique rénovation. Le deuxième élément, c'est que dans les derniers budgets qui apparaissent, nous sommes, ce que nous avions dit d'ailleurs très tôt, et nous avions été très critiqués, nous sommes en excédent de la collecte par rapport aux besoins qui étaient, je le répète, de la collecte nationale qui s'appelait « Rebâtir Notre-Dame », c'est-à-dire par rapport aux besoins de la reconstruction. Et donc, va s'engager inévitablement un débat, puisque tout cela repose quand même sur une loi qui s'appelle la loi Notre-Dame, que vous avez débattue dans votre hémicycle, sur ce que nous allons faire de ce surplus. Si il ne s'agirait pas pour nous, et je ne pense pas que ce soit l'intention de l'État, que l'État s'enrichisse sur l'opération Notre-Dame. Il faut savoir que l'État avait prévu 60 millions de participation avant l'incendie à la rénovation de Notre-Dame sur 10 ans.
Il avait prévu d'ailleurs d'abonder à la collecte de la Fondation Notre-Dame 1 euro pour 1 euro. Donc je ne sais pas s'il compte abonder 800 millions d'euros, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de rajouter 800 millions d'euros dans ce trésor de guerre. Il est très largement suffisant, mais en tout cas, il ne conviendrait pas que l'État s'épargne de l'effort et de son devoir vis-à-vis de Notre-Dame, l'État propriétaire. Il a eu déjà la chance d'avoir des mécènes et des donateurs qui viennent finalement réparer les dégâts de l'incendie. Je pense qu'il faut que tous ensemble, on soit déterminés dans, à partir de maintenant, une vision, je dirais, en toute transparence des vrais besoins de Notre-Dame, faire la différence entre ce qui relève de l'incendie et ce qui relève, puisque là aujourd'hui on commence à arriver des collectes, du confort de la visite. Aujourd'hui, on nous demande de participer à l'aménagement des sorties de secours de la sacristie, à l'aménagement de la circulation dans les tours. On nous propose de participer à du mobilier. On nous propose, qui sont très certainement des enjeux tout à fait respectables, mais qui n'ont rien à voir avec l'intention de nos donateurs et qui, à l'origine, ont répondu à une ambition, c'est-à-dire reconstruire ce qui a été brûlé. Donc nous disons chacun doit aujourd'hui avoir ses responsabilités et nous souhaitons engager le débat avec la ministre de la Culture et avec l'établissement public sur la destination de ce surplus. Et, évidemment, comme je vous l'ai dit, en matière de patrimoine, il y a urgence. La destination de ce surplus, elle relève principalement de mécénat d'entreprise. Je rappelle que la petite collecte, notre premier segment de collecte, nos premiers 50 millions, qui relève plus d'une souscription d'ailleurs que d'opération de mécénat, c'est-à-dire l'argent qui nous est arrivé directement, cet argent a déjà été engagé. Donc il ne nous reste aujourd'hui à engager que de l'argent issu de mécénat. Les mécénats, ce sont des contrats de droit privé entre la Fondation du patrimoine et ses mécènes. Or, ces mécénats sont très clairement, pour la plupart, circonscrits aux besoins de reconstruction de la cathédrale. Donc, si on devait utiliser cette ressource pour d'autres besoins, il conviendrait évidemment d'ouvrir le dialogue avec cette vingtaine de grandes entreprises ou cette trentaine de grandes entreprises qui nous restent à verser, qui doivent encore verser les fonds. Voilà un petit point, Président, sur Notre-Dame. Merci, mais c'était un point important. Je pense que nous y reviendrons à travers vos questions. Je vais donner la parole à Sabine Drexler, qui est rapporteure des crédits patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Poitrinal, Madame Véro. Alors, merci tout d'abord pour vos présentations qui sont toujours enthousiasmantes et qui nous donnent de l'espoir. Je voudrais vous féliciter aussi pour l'ensemble de vos actions, pour vos initiatives, pour les partenariats aussi que vous mettez en œuvre dans les territoires. Alors on connaît les difficultés auxquelles doivent faire face aujourd'hui les communes et les particuliers. Je pense notamment au coût de l'énergie et des matières premières qui amènent de nombreuses collectivités à devoir renoncer ou surseoir leurs projets de rénovation ou d'entretien du patrimoine faute de moyens financiers suffisants et de pouvoir anticiper l'avenir. Dans le même temps, la loi Climat et Résilience impose aux propriétaires privés ou publics de réaliser des travaux d'isolation faute de pouvoir sous peu louer leurs biens ou les vendre à leur juste valeur. De nombreux propriétaires bailleurs ne sont pas, on le sait, en mesure de financer les travaux attendus. Ces biens seront délaissés faute de pouvoir être loués, puis ensuite cédés au prix du terrain, un phénomène qui va s'accélérer, on le sait, avec la mise en œuvre du ZAN. D'autres encore, en toute bonne foi, et parce que le DPE actuel ne tient aucun compte des qualités thermiques spécifiques aux bâtis anciens, vont s'atteler sans ingénierie et sans mise en garde particulière à des travaux d'isolation, à la merci de professionnels du polystyrène qui, avec le soutien financier de l'État, étoufferont petit à petit les particularités architecturales de nos régions françaises. Alors, mes questions. Alors, quel impact, à votre avis, auront les attendus de la loi Climat et Résilience sur le patrimoine bâti de notre pays, en particulier sur celui d'avant 1948. Je pense notamment aux maisons à pans de bois, aux maisons en pierre, qui ne bénéficient d'aucune mesure de protection. Ces mesures qui concentrent justement toute l'attention de la Fondation du patrimoine et de la mission Berne. Quels sont, le cas échéant, les actions de la Fondation dans ce domaine et dans quelle mesure certains de vos outils
pourrait-il être mobilisé pour faciliter cette transition énergétique d'une manière respectueuse de ce patrimoine? Merci. Je vais vous laisser répondre à cette Pardon. Non, non, allez-y, monsieur. Alors, Président, Madame la sénatrice, merci beaucoup. Une grande partie de la réponse tient dans votre question. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet auquel on va devoir tous faire face. Je pense que le label est une des réponses. Je vous en ai donné vraiment un élément, mais le label nous permet également de mobiliser des subventions. C'est un bon outil, c'est un outil qui est en place. Il permet, d'abord, il est assez efficace du point de vue de sa fonctionnalité, puisque, une fois encore, ce sont nos bénévoles, alors en rapport avec les ABF, avec les DRAC, etc., mais ce sont nos bénévoles qui interviennent, qui instruisent le dossier. Donc les frais d'instruction de dossier sont très modestes et donc ils sont à l'échelle de ce dont on parle. Parce que si on commence à mettre des choses compliquées derrière ce type de projet, c'est évidemment assez embêtant et pénalisant. Nous pouvons mobiliser des subventions. Nous avons d'ailleurs des accords, Célia va pouvoir vous en parler, nous avons des accords avec des municipalités, avec des départements, pour venir, quand il y a un label, à l'appui d'une opération d'amélioration, de sauvetage patrimonial. Il faut juste que nous considérions tous ensemble qu'en effet, cette efficience énergétique fait partie du champ de la préservation du patrimoine. Et vous l'avez très bien dit, pour une simple et bonne raison, c'est que s'il ne peut plus y avoir d'usage, parce que l'énergie est trop chère, mais indépendamment de la question si on peut louer ou pas louer, mais l'énergie va coûter demain tellement cher que si on ne peut plus chauffer évidemment ces bâtiments, ils vont tomber en déshérence. Il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Ils vont tomber en déshérence. Donc, indépendamment du fait de louer ou pas louer, ce n'est pas un sujet. Ils vont tomber en déshérence. Donc, il faut absolument isoler ces bâtiments du patrimoine. Il faut le faire dans le respect, on sait le faire, dans le respect du patrimoine, dans le respect de ces façades magnifiques que vous avez évoquées. Tu veux ajouter quelque chose peut-être ? Oui, effectivement, Guillaume Poitrinal a évoqué le fait que le label est un support intéressant à une action sur le patrimoine ancien non protégé, qui est celui des propriétaires privés. Pour parler concrètement, ce sont des maisons de village ou des maisons rurales qui forment le décor de la France et son attractivité touristique et le confort de vie des habitants. Alors d'une part, parce qu'effectivement, on peut, au travers de partenariats avec des collectivités, mobiliser des subventions qui vont permettre d'accorder aux propriétaires une aide. Tous les propriétaires ne sont pas très imposables, donc le fait qu'on leur donne une aide pour les travaux est intéressante. Dans le système fiscal actuel, lorsque ces subventions permettent d'atteindre un seuil de 20%, en fait, ça déclenche une aide fiscale plus importante. Et donc, justement, ça rend le dispositif plus attractif pour des propriétaires peu imposables. Mais aussi, quelque chose qu'on ne sait pas encore, c'est que le support du label permet aussi de mobiliser du mécénat, c'est-à-dire des dons de particuliers ou des dons d'entreprises pour des travaux sur des propriétés privées. Alors, c'est encore peu fréquent parce qu'on imagine aujourd'hui mal, on se dit, bon, est-ce que des grandes entreprises vont vouloir financer des travaux sur des petites propriétés? Mais pourquoi pas, je dirais, puisque si ça contribue à l'embellissement urbain, au cadre de nos villages, et puis peut-être à des objectifs climatiques, pourquoi pas recevoir des enveloppes de mécénat. On le fait déjà avec un grand mécène aujourd'hui. Donc pourquoi pas recevoir des enveloppes de mécénat qu'on distribuerait aussi à des petits projets partout en France. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que ça nous permet de faire des travaux qui sont de qualité patrimoniale, sans rechercher non plus l'excès ou l'absolutisme. On est sur du patrimoine non protégé, donc on va faire des compromis entre les moyens du propriétaire, les enjeux du patrimoine et puis maintenant ceux de la rénovation thermique. Et le défi, ça va être donc d'intégrer à une logique qui est aujourd'hui très patrimoniale les enjeux climatiques. Nous, on le fait déjà sur des bâtiments qui sont des sortes de prototypes ou démonstrateurs, qui sont aujourd'hui plutôt des bâtiments publics, par exemple des maisons de parcs naturels régionaux, dans plusieurs endroits de France, par exemple dans le Boulonnais ou dans d'autres régions, le parc naturel régional décide de restaurer son siège, qui est un bâtiment patrimonial, pour atteindre une qualité validée par les ABF et en même temps BBC. Donc avec ces démonstrateurs, on peut prouver que c'est possible, on sait qu'il y a un surcoût, mais ensuite on pourra le répliquer sur toutes les maisons de la région qui sont faites dans les mêmes matériaux. Et donc c'est ce défi, c'est de passer à l'échelle, de passer de prototype
à un déploiement auprès de tous ces propriétaires qui viennent nous voir pour avoir des labels et de leur proposer des solutions pour l'intérieur, parce qu'à l'intérieur non plus, on ne peut pas faire n'importe quoi. Une maison ancienne, c'est avant tout un objet qui est durable dans le temps. Elle a été construite il y a longtemps. Autant ne pas reconstruire sur des emprises au sol qui sont nouvelles, autant ne pas faire venir des matériaux nouveaux, avoir des impacts carbone supplémentaires, autant utiliser le patrimoine existant, mais il faut respecter ses qualités intrinsèques. Un bâtiment ancien, il est fait pour être respirant. Donc on peut mettre certains matériaux, mais on ne peut pas mettre n'importe quoi. Et aujourd'hui, comme les filières professionnelles ne sont pas très construites, c'est vrai que les artisans ont plutôt l'habitude de faire de la rénovation standard. Il faut mettre de l'argent pour susciter ces entreprises et ces qualifications qui vont permettre de déployer à une très grande échelle, puisque finalement, on parle de tout notre patrimoine ancien, toutes nos maisons anciennes, c'est des millions de bâtiments. Merci. Je vais regrouper les questions comme ça, en commençant par Sonia de la Provôté. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Je me joins à ma collègue Sabine Drexler pour vous remercier de votre action dans les territoires et moi dans le Calvados, j'en suis particulièrement heureuse. Alors, plusieurs questions. D'abord, vous avez un peu un rôle de veilleur du patrimoine et des paysages dans les territoires parce que vous êtes présent quasi partout. Et du coup, on voit bien que les politiques de prise en charge du patrimoine ont un petit sujet d'organisation. Les maires déplorent des problématiques d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des problématiques pour monter les dossiers, boucler le dossier financier, les dossiers techniques, trouver les bonnes références d'intervention en matière d'entreprise pour la mise en œuvre des chantiers. Et on voit bien que quand le patrimoine n'est pas classé, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et c'est ajouté à cela cette question du DPE qui a amené encore plus de la difficulté pour trouver le bon interlocuteur au bon prix avec la bonne maquette et le bon projet. Je fais un package, mais c'est un peu ça. Et donc, dans un rapport précédent, nous avions mis en avant la question de la nécessité d'un guichet unique départemental. Je voudrais connaître votre point de vue sur ce sujet. Cette histoire du guichet unique, ce n'est pas une histoire uniquement de savoir qui aura la main sur ce guichet. Le sujet, c'est plutôt d'avoir tout le monde autour de la table pour éviter l'incontournable tournée des popotes avant de pouvoir boucler quelque chose. Et ça peut durer des fois 5 à 6 ans. Et puis, il peut y avoir une erreur de dépôt de dossier qui fait que c'est tout compromis et on ne peut pas finalement mettre à jour le patrimoine. Donc vraiment, cette question-là, me semble-t-il, est essentielle. Et on voit bien que le loto du patrimoine s'est rajouté. En fait, tout ça se rajoute petit à petit et ça devient confus pour les propriétaires. Ma deuxième question porte sur le rôle du ministère et la place que tient le patrimoine dans le ministère. Parce que on voit bien les dernières lois, que ce soit en matière d'éolien, en matière de photovoltaïque ou en matière de DPE et de mise aux normes énergétiques, n'ont pas complètement mis dans leurs écrans radars le patrimoine parce que probablement il n'a pas été complètement mis dans les écrans radars des priorités à l'instar des autres. Et donc, voilà, ma question porte sur le rôle du ministère et comment vous voyez de la culture, bien sûr, de la culture, voilà. Et pensez-vous qu'il est nécessaire que ce rôle-là soit mieux défendu et par quelles voies et moyens, puisque Stéphane Bern ne peut pas à lui seul incarner le ministère de la Culture et les politiques publiques en matière de patrimoine, comme d'ailleurs la Fondation du patrimoine du reste. Et puis ma dernière question porte sur les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Je sais que vous êtes très engagés sur ces sujets-là. Il n'en reste pas moins que ça reste sur une partie quand même limitée de communes à l'échelle du territoire. Mais quel bilan vous en tirez ? Pas en matière de redynamisation pour le coup, mais quand même en matière de vitalité patrimoniale et de mise en valeur du patrimoine. Et est-ce que vous pensez que les outils qui ont été mis en œuvre dans ce cadre-là pourraient être étendus de façon utile à d'autres communes qui ne relèvent pas du programme, mais qui pourraient très légitimement relever ? Je vous remercie. Monsieur le Président, je vais prendre toutes les questions. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Vous aurez des réponses sans doute groupées à faire. Pierre Ouzoulias.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre présentation, vos commentaires. Vous avez cité l'excellent rapport rendu par ma collègue Anne Ventalon, qui m'a associé à ce travail exemplaire. Je voulais juste rappeler un point de définition. Nous avons parlé d'usage partagé, mais sans désaffectation des lieux de culte. C'est-à-dire qu'il faut absolument maintenir, quand c'est possible, le culte, mais trouver des usages partagés qui permettent de valoriser le bâtiment. Sur la problématique de la reconversion du bâti ancien, vous avez 1000 fois raison, et je crois qu'il faut le dire de façon très forte. Les monuments anciens, c'est des logements bas carbone, par destination, puisqu'ils ont été construits à une époque où la sobriété énergétique était une règle de vie. C'est très récemment que nous avons construit en oubliant ces impératifs énergétiques. Donc aujourd'hui, les rendre coupables d'un ralentissement des efforts pour changer notre consommation d'énergie, c'est un paradoxe historique que je ne comprends pas et qu'il faut renverser. Par ailleurs, vous l'avez dit très justement, quand on détruit un monument historique, on détruit un puits de carbone. C'est comme purger une tourbière. C'est des monuments, c'est des matériaux organiques qui étaient piégés et qui repartent dans la nature. Donc ça, je crois qu'il faut le dire, parce qu'il n'y a pas une prise de conscience très claire aujourd'hui, et y compris au sein du gouvernement, sur le fait que le patrimoine ne peut pas être considéré comme un obstacle à la décarbonation de nos sociétés. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et on le voit bien en ce moment à l'Assemblée nationale, le point de vue très consensuel qui a été développé grâce à l'action de cette commission est battu en brèche par d'autres idées. Je reprends le propos de Sonia de la Provoté. Quand j'étais jeune conservateur au ministère de la Culture, nous avons beaucoup travaillé sur la protection du troisième type. Aujourd'hui, par la délivrance de votre label, vous mettez en œuvre finalement cette protection du troisième type. C'est-à-dire quelque chose qui permette de distinguer un bâti qui n'est pas du classement, qui n'est pas une inscription, qui est autre chose, mais qui ouvre des droits fiscaux, environnementaux, etc. Et je pense que c'est sans doute un des moyens aujourd'hui de remettre un peu d'initiative nationale dans une gestion du patrimoine non inscrit pour lequel le directeur du patrimoine nous a dit lui-même qu'il ne pouvait plus rien. Voilà. On l'a entendu avec Anne Ventalon. L'entretien a duré un quart d'heure. Elle nous a dit ce patrimoine non inscrit, non classé, oubliez l'État. Voilà, c'était fini. Ce qui fait que dans les préconisations de notre rapport, il nous a semblé qu'il fallait acter le fait qu'il y a aujourd'hui une décentralisation de facto du patrimoine non inscrit, plutôt vers le département. Et à ce titre, et c'est ma question, c'est comment vous pourriez mieux travailler avec les CAUE, et est-ce que, par exemple, il ne serait pas intéressant de faire que la Fondation du patrimoine puisse être intégrée de droit dans le fonctionnement des CAUE, parce que c'est sans doute l'échelon de proximité le plus intéressant. Ce qui nous revient du terrain, c'est qu'il y a beaucoup de demandes de labels, Fondation du patrimoine, que les ABF n'ont pas toujours la possibilité matérielle de gérer. Il y a des blocages, alors qui sont très variables suivant les régions, mais il y a des régions où malheureusement aujourd'hui les ABF sont dans l'incapacité de pouvoir donner leur avis sur votre label. Donc là, il y a aussi un ralentissement. Donc il y a une structuration à trouver entre le désengagement de l'État, ministère de la Culture, ce que vous faites et qui est tout à fait fondamental, et la nécessaire relation avec les niveaux de décentralisation de facto du patrimoine non classé. Merci, Monsieur le Président. Céline Boulay-Esperonnier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. J'avais deux questions. D'abord, avant de vous faire une petite remarque, vous avez dit que la petite collecte était le premier segment de collecte pour votre fondation. Je voulais simplement savoir, ça marche, oui.
Non, ça ne marche pas. Je voulais simplement savoir si vous aviez des craintes par rapport aux difficultés liées au pouvoir d'achat et si vous pensiez que ce premier segment qui est le vôtre pourrait être amené à décliner un peu. La deuxième question concernait toutes les demandes que vous avez sur le thème du patrimoine naturel. J'imagine que c'est un signe des temps. Vous avez fait référence au fait que ce serait un des gros dossiers que vous auriez à traiter dans les prochaines années. Et je voulais savoir si vous aviez des explications pour lesquelles vous avez tant de demandes sur ce patrimoine et quelle était la manière dont vous alliez l'aborder pour les prochaines années. Et enfin, je voudrais dire juste que j'avais l'impression, vous avez fait référence au bateau un peu, mais j'ai l'impression que la France est quand même une grande terre maritime et que le patrimoine maritime et fluvial est un peu le parent pauvre du patrimoine et qu'il est peut-être un peu plus méconnu. Donc je voulais savoir si à votre connaissance, le mécénat d'entreprise notamment était une aide pour ce patrimoine et les petites collectes également. Vous avez dit à juste titre qu'il était intéressant de souligner qu'il fallait que le patrimoine ait un usage aussi et le patrimoine donc maritime, les bateaux, les vieux gréements ont cet usage. Vous savez aussi que cette année, ce sont les 100 ans du Marité qui est très associé à l'histoire maritime de la France. C'est un bel anniversaire. Et je dis ça parce que c'est peut-être un peu moins connu que les châteaux, que les maisons, que tout le patrimoine auquel on fait référence d'habitude. Et d'ailleurs, vous avez un membre éminent de votre fondation qui siège à la Fondation pour le patrimoine maritime et fluvial, créée par Gérard Daboville, que vous connaissez bien, je crois. Donc je voulais savoir si vous pensiez que voilà, ce patrimoine était assez pris en compte. Merci beaucoup. Julien Bargeton. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Directrice Générale. Je voudrais revenir sur Notre-Dame. Dans vos propos, vous ne citez pas le rapport de la Cour des comptes. Il me semble que le rapport de la Cour des comptes émet plutôt un avis positif sur la façon dont les travaux ont été menés, financés et prévus, même s'il fait quelques remarques. Et je voudrais savoir s'il faut comprendre de votre interrogation si vous souhaitiez garder le surplus et auquel cas il faut tout de suite nous dire ce qu'il en est et pourquoi. Parce que c'est ce que j'ai cru comprendre à travers vos propos, mais sans doute ai-je mal interprété ce que vous avez dit, puisque ce que dit la Cour des comptes, c'est que quand même, dans un contexte qui est devenu inflationniste, il risque d'y avoir de nouveaux surcoûts, que par ailleurs il peut y avoir encore des aléas, que par ailleurs il peut y avoir encore des difficultés dans les chantiers éventuels, et que donc aujourd'hui c'est réévalué à 552 millions, mais avant la fin des chantiers, et que cette réévaluation à 552 millions d'euros doit d'ailleurs être refaite, et c'est ce que demande également la Cour. Et ensuite, elle dit que pour le reste, tout l'argent doit être gardé pour les travaux, et en effet, avec un accord des mécènes, et en précisant que l'État pourrait s'inspirer de la convention existante pour les travaux de restauration antérieurs à l'incendie. Parce que la Cour dit bien qu'il est légitime qu'une partie des financements puisse aussi financer, des crédits puissent aussi financer ceux qui correspondent à des travaux liés à la situation antérieure à l'incendie. Donc j'aimerais, c'est ce qui est écrit dans le rapport de la Cour, malgré le hochement de tête de notre président de commission, j'aimerais savoir quelle est votre appréciation sur les différents éléments qui figurent dans le rapport de la Cour des comptes à propos de Notre-Dame, et notamment ces aspects-là. Alexandra Borchio-Fontin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, mes chers collègues. Merci pour vos interventions respectives qui ont permis, bien sûr, de réaffirmer le rôle crucial de la Fondation dans la préservation de notre patrimoine, mais surtout de nous dresser finalement un panorama des actions menées, des enjeux auxquels la Fondation doit faire face. Vous le savez mieux que quiconque. Tout à l'heure, notamment de Madame Ventalon et de Monsieur Ouzoulias, a pointé justement le risque important de cette dégradation accélérée de notre patrimoine religieux. Alors je me réjouis du succès de la mission de sauvegarde du patrimoine qui permet de financer de nouveaux travaux de restauration, et je peux le constater dans mon département, notamment avec la tour du ministère de l'île Saint-Honorat à Cannes, qui en bénéficient. J'ai bien noté dans ce cadre d'ailleurs que le loto du patrimoine devrait être prolongé pour au moins 5 ans. Alors, est-ce vraiment suffisant
alors qu'entre 2500 et 5000 églises pourraient tout bonnement disparaître en France d'ici 2030. Avez-vous des propositions complémentaires à nous apporter afin de préserver notre patrimoine culturel et cultuel d'un délitement certain? Et puis j'ai une autre interrogation, j'aimerais revenir sur la fiscalité. Il est primordial que nous mettions tout en œuvre, en tout cas tous les moyens possibles pour préserver notre patrimoine. Alors malgré la bonne volonté de nos concitoyens, comme d'ailleurs dans mon département, dans une commune, il y a des bénévoles qui sont mobilisés pour rénover eux-mêmes une forteresse à l'abandon depuis 200 ans. Nous allons donc laisser périr notre patrimoine historique si on ne prend pas des mesures supplémentaires plus fortes. Le recours au mécénat s'avère être, à mon sens, un levier intéressant qu'il ne faut pas hésiter à encourager. Alors, sans remettre en cause l'intérêt réel de ces mécènes et de ces parrains pour notre patrimoine, on peut supposer que les avantages fiscaux qui découlent de ces dons ont un effet incitatif majeur. Pensez-vous donc par conséquent qu'augmenter ou développer des incitations fiscales créerait un cercle qu'on pourrait qualifier de vertueux, qui augmenterait le nombre de dons, ce qui contribuerait bien sûr grandement à la préservation de notre patrimoine? Je vous remercie. Olivier Paccaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, merci pour votre présentation. J'ai été très impressionné par les chiffres que vous avez donnés. On sait tous ici l'ampleur du travail de la Fondation du patrimoine sur tout le pays, mais j'avoue que les chiffres m'ont totalement surpris. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu 18 000 projets en tout, pratiquement, depuis 1996. 35 000. 35 000, alors autant pour moi en plus. Dans 18 000 communes. Dans 18 000 communes, voilà, dans 18 000 communes, c'est-à-dire une commune sur deux. Dans le prolongement de la réflexion de notre ami Pierre Ouzoulias, moi j'ai envie de vous interroger sur la problématique que vous avez évoquée, sur le fait que, selon vous, la préservation, la survie, la renaissance de notre patrimoine passe par son utilisation, en quelque sorte, parfois même une renaissance, et vous évoquez la nécessité d'une évolution des usages. Alors pour parler de football, parce que vous avez parlé un petit peu de football et je sais que ça plaît à mon ami Hugonnet, le dépassement de fonction en quelque sorte. Et c'est vrai que transformer une église, une chapelle, alors vous avez utilisé le mot salle des fêtes, alors ça peut être effectivement des salles des fêtes, ça peut être des bibliothèques, passer du culturel au culturel. On a beaucoup de beaux exemples comme ça. Et moi ma question, elle est un peu psychologique. Est-ce que vous avez noté chez les partenaires locaux que la Fondation du patrimoine avec qui elle doit nouer des partenariats, est-ce que vous avez pu noter parfois une évolution des mentalités? C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a environ 30 ans, une église, ça devait rester une église dans l'esprit de certains. Et c'était trahir, entre guillemets, sa fonction originelle plutôt que de la faire évoluer. J'ai l'impression, en tout cas dans mon département de l'Oise, où on a de très beaux exemples d'évolution, comme ça, des fonctions, j'ai l'impression que, je ne sais pas si ça se décoince, mais qu'il y a une évolution des mentalités. Moi, je m'en félicite et je voulais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Président, Madame la Directrice, moi je m'associe concert de louanges sur votre action et d'ailleurs il y a une telle harmonie dans notre commission que finalement les questions ont déjà été posées. Moi je voudrais simplement réagir à deux de vos remarques. La première, c'est effectivement la collecte pour Notre-Dame. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je crois que tous les gens, les mécènes, tous les gens qui ont apporté souhaitent que le bâtiment soit bien sûr reconstruit, mais ils souhaitent aussi qu'il puisse être visité et que vous interveniez dans les dispositifs de sortie de secours. Ça ne me choque pas, ça me paraît même plus vertueux que déplacer vos collectes sur un patrimoine qui ne serait pas fléché de cette façon. Donc ça, je voulais vous le dire. La deuxième chose, aussi réagir sur le mécénat et le mécénat des grandes entreprises qui est limité. Bah, je trouve normal aussi qu'on limite. Le reste, c'est de l'impôt et ce n'est pas un mécénat, mais c'est une solidarité qui est aussi importante. Rien n'empêche les gens d'ailleurs de faire du vrai mécénat, mais qui ne soit pas à ce moment-là subventionné par l'État pour aller plus loin. Donc c'est pour ça que la remarque, je trouve que c'est bien qu'on puisse l'encourager, l'aider.
mais ce n'est pas choquant qu'il puisse y avoir une limite, comme vous l'avez signalé. Voilà. Marie-Pierre Monnier. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre présentation de la Fondation. C'est très, très intéressant. Moi, j'aurais quelques questions. Est-ce que vous constatez aujourd'hui une répercussion de la conjoncture sur le montant des dons que vous percevez? Alors, il me semble que je vous avais rencontré, que j'avais pu vous rencontrer en audition dans la commission en 2019. Et à l'époque, vous nous aviez alerté sur la concurrence montante des plateformes de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de ce phénomène? Et puis, nous avions aussi échangé sur votre souhait d'étendre votre réseau de bénévoles. Alors, tout à l'heure, j'ai bien entendu, au lieu de 500 à l'époque, vous nous aviez dit que vous êtes à 850, mais de le rajeunir et de le féminiser. Qu'en est-il aujourd'hui? Et enfin, deux petites questions sur la proposition de loi qui visait à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine. L'article 1er visait à étendre à 20 000 habitants le seuil d'attribution du label de la Fondation du patrimoine, qui était jusque-là limité aux communes rurales. Le Sénat, à l'époque, avait introduit quelques précisions à cette extension afin de garantir que le patrimoine rural reste au cœur de l'action de la Fondation du patrimoine. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous auriez par hasard le pourcentage de vos projets financés qui s'inscrivent dans ce cadre élargi? Et est-ce que cet élargissement a conduit à une tension sur vos ressources financières et à une concurrence accrue entre les projets? Je vous remercie. Enfin, dernière question, Jean Ingré. Bien, merci Monsieur le Président, cher Laurent. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, j'ai différentes questions à vous poser. C'est vrai que l'excellent rapport d'Anne Ventalon et Pierre Ouzoulias a été cité à de maintes reprises, mais je voudrais citer celui de Sabine Drexler et sa proposition concernant la création d'un référent du patrimoine au ministère de l'écologie. C'est une proposition qui avait fait l'unanimité il y a une quinzaine de jours dans cette commission. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que notre collègue Olivier Paccaud soulignait le fait que parfois il faut avoir une évolution psychologique. Est-ce qu'on ne pourrait pas amener une évolution psychologique au sein du ministère pour aider les classes moyennes et populaires à rénover le patrimoine bâti dans nos communes? L'utilisation de l'argent de Notre-Dame, ça a été évoqué par Julien Bargeton il y a quelques instants. Que comptez-vous faire de cet argent? Comptez-vous le réinvestir dans du patrimoine plutôt dans nos territoires, ou pourrait-on aussi l'utiliser pour les centres de formation que nous avons dans nos territoires? Je pense notamment aux tailleurs de pierre. J'ai un centre de formation dans ma commune, donc il faut toujours faire la promotion de son territoire, ou alors peut-être même tout ce qui est toiture, les formations de charpentiers et diverses. Et deux autres questions. Vous avez parlé de protéger la faune et la flore, replanter la forêt. Comment s'inscrit l'action de la Fondation du patrimoine dans la perspective des annonces gouvernementales avec la planification écologique? Comment peut-on bénéficier à la Fondation du patrimoine de la volonté du gouvernement de replanter la forêt? Et comment s'inscrit votre action dans ce plan? Et avez-vous fait, dernière question, une estimation du déplafonnement, suite à votre proposition en introduction, du déplafonnement des 2 millions d'euros de dons par les fondations? Combien d'argent cela pourrait vous apporter si, par exemple, nous mettions non pas 2 millions d'euros, mais 3 millions d'euros de déplafonnement? Je vous remercie. Beaucoup de questions. Alors, je vais commencer par Notre-Dame, parce que c'est le sujet d'actualité qui a l'air de préoccuper de nombreux sénateurs ici. Alors, tout d'abord, je voudrais lever une ambiguïté. Cet argent de Notre-Dame, de la collecte, ne vous appartient pas et n'appartient pas non plus à la Fondation du patrimoine. Donc quand vous dites que vous voulez utiliser cet argent pour autre chose ou pour vos projets, etc., je voudrais tout de suite vous contrarier. Cet argent, aujourd'hui, l'argent d'une donation, l'argent d'un mécénat, qui a fait l'objet d'un contrat, il a un objet, et cet objet, une destination très précise, et cet objet est protégé par la Constitution. Et donc, c'est un espèce de démembrement de sa propriété. Et donc, la question de savoir si oui ou non on doit financer les sorties de secours de la crypte avec l'argent de la reconstruction de Notre-Dame, on peut toujours en discuter ici pendant des heures et des heures, etc. C'est pas nous qui avons la réponse. C'est les grands mécènes. Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, cette extension? Mais, attention, il faut que les choses soient claires. Et c'est ça le sujet de notre débat aujourd'hui avec l'établissement public, c'est d'avoir une véritable césure
entre ce qui relève de l'objet de la collecte, rebâtir Notre-Dame, selon le président de la République. Rebâtir Notre-Dame. Rebâtir Notre-Dame, excusez-moi, ce n'est pas l'issue de secours de la sacristie. Donc, ce n'est pas le mobilier. Donc, rebâtir Notre-Dame. Et puis, ce qui peut relever des accessoires. Et moi, j'ai rien contre, je l'ai dit au général, je ne serais pas choqué qu'on aille demander à nos mécènes une extension sur ces collectes et que cet argent reste à Notre-Dame. Mais encore faut-il, c'est ce que propose la Cour, leur demander. Mais pour leur demander, il faut avoir de la transparence, monsieur le sénateur. Si je ne suis pas capable de faire la différence et si l'établissement public me dit tout est dans tout, parce que, vous comprenez, il y aurait peut-être un petit peu de plomb qui serait peut-être infiltré en dessous dans la sacristie, et puis le plomb est absolument partout, et donc on va tout refaire. Bon, là, j'ai un petit sujet. Il faut savoir que le respect de l'objet de la collecte, c'est l'alpha et l'oméga du lien philanthropique. Et si demain, nous avions un nouveau drame et que nous appelions, nous, Fondation du patrimoine, à une grande collecte, je peux vous dire qu'il vaudrait mieux qu'on puisse être en mesure de démontrer que dans le passé, les collectes ont été impeccablement utilisées au millimètre, exactement en rapport avec l'objet de la collecte. Et très honnêtement, quand j'en parle à la ministre et quand j'en parle au président de la République, je pense qu'ils ne s'opposent pas à cette idée. Donc il ne s'agit pas de dérouter de l'argent de Notre-Dame pour aller faire autre chose, etc. Il s'agit, d'avoir de la clairvoyance. Deuxièmement, il s'agit de savoir qui est responsable de quoi pour la cathédrale Notre-Dame. Je l'ai dit tout à l'heure, il est inconcevable que l'incendie de Notre-Dame soit une aubaine pour les finances publiques. Alors sinon, on va mettre le feu à tout. Si à chaque fois on va finir par mettre le feu à tout notre patrimoine, c'est inconcevable. Donc, les fameux 60 millions d'euros que l'État avait prévu d'investir dans la cathédrale antérieurement à l'incendie, il est impensable que ces 60 millions d'euros disparaissent. Je ne peux pas dire à mes mécènes, bonjour, vous allez soulager le budget qui était prévu de Bercy. C'était un contrat entre la Fondation Notre-Dame et le ministère. On ne peut pas aujourd'hui passer ça en pertes et profits en disant, bonjour, finalement, en fait, non, truc. Donc l'État doit faire son boulot. Et puis ensuite, derrière, il y aura des recettes à la cathédrale, comme vous le savez, puisqu'il y a des recettes, il y a de la billetterie assez importante pour visiter la sacristie, pour visiter la tour, c'est le CMN qui amène ces recettes. On peut tout à fait estimer que le CMN qui va bénéficier des futures recettes puisse payer, excusez-moi, les sorties de secours de la tour. Enfin, il faut à un moment donné être honnête, c'est du bon sens, excusez-moi, quoi. Et je ne pensais pas devoir ici le justifier. Alors, ça c'est pour Notre-Dame. Et ça c'est pour Notre-Dame. Bon. Sur les autres sujets, alors, peut-être un petit mot sur les cœurs de ville, rapidement, sur les cœurs de ville et les petites villes et notre rôle vis-à-vis de, en effet, ce sujet des bâtiments. Alors, effectivement, l'action pour le patrimoine, c'est une action du secteur culture, mais il y a bien d'autres en réalité thématiques qui s'y raccrochent. Et le programme Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville, ils peuvent contribuer. Donc la Fondation du patrimoine est devenue partenaire de ces programmes. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'en fait, dans un certain nombre de localités, qui ne sont plus des villages, mais qui sont des petites villes ou des bourgs, on a des problématiques patrimoniales qui sont vraiment intenses, parfois des situations de déshérence ou de vacances qui sont très accentuées. Il y a des lieux que j'ai visités comme Viviers. Voilà, c'est des petites villes qui sont de très grande qualité, mais dans un état catastrophique. Donc il y a vraiment des programmes ad hoc à monter pour ces lieux qui pourront peut-être dans 20 ou 25 ans devenir des zones touristiques, comme on l'a vu en d'autres endroits, de petites villes et de villages qui ont vraiment été au fil du temps. C'est un effort patient et nous, on est tout à fait prêts à y contribuer. Alors vous avez pointé, Madame la sénatrice, la difficulté des porteurs de projets, que sont les élus des petites communes ou les propriétaires privés, à naviguer parmi les aides. Donc ça, c'est une réalité qu'on connaît bien. Guillaume Poitrinal et moi-même, nous avions beaucoup réfléchi dans le passé au sujet de la simplification et de la réforme de l'État. Donc les solutions de guichet unique, c'est des solutions intéressantes. Il faut percevoir aussi qu'elles sont toujours très longues à mettre en œuvre, puisqu'elles viennent lutter contre un certain nombre de périmètres.
ou de précaré. Il faut que les différents niveaux de collectivité s'entendent. Donc, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et je crois que ce que nous, on essaye de faire immédiatement, c'est accompagner les élus avec nos bénévoles, avec nos salariés. On a créé un outil récemment, d'ailleurs dans le cadre du programme Petite Ville de demain, qui s'appelle le Portail du patrimoine, où on présente de manière informative, assez claire, non bureaucratique, les acteurs, les aides, à qui s'adresser, pas que la Fondation du patrimoine, mais aussi l'État, l'Europe, les régions, les autres associations, les autres fondations. Donc pour aider tout un chacun à naviguer ces différents parcours du patrimoine. Puis il y a sans doute un défi à adresser dans le futur, c'est la question du coût des travaux, la maîtrise des dépenses. D'une certaine manière, ce que l'on voit sur les grands chantiers se réplique au niveau des petits, c'est comment aider les élus à faire la qualité de travaux qui convient pour le prix qui convient. Et dans certains cas, quand on a des grands chantiers, oui, on peut recommander et même financer des solutions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire que le maître d'ouvrage a à côté de lui un professionnel qui va négocier avec les architectes et avec les entreprises. Pour les tout petits chantiers, ça n'a pas forcément aujourd'hui de rationalité. Donc il faudra trouver une structure qui va jouer ce rôle. Donc on peut développer, nous, des ressources de bénévolat et on peut travailler avec les acteurs comme les CAUE. Il y a beaucoup de partenariats au niveau national et puis de relations au niveau local. Mais c'est vrai que c'est un problème à construire qui nous a été fréquemment remonté. Et nous, en tant que fondation, on ne peut pas seulement se satisfaire de voir l'addition et d'essayer de la financer, de boucher les trous de ce qui n'est pas financé. Il faudrait avoir une réflexion sur la capacité à faire des travaux à coût maîtrisé et quels sont les instruments pour ça, pour les maîtres d'ouvrage qui sont des petites communes. Alors, quelques mots sur les monuments historiques puits de carbone. Oui, moi je suis bénévole à la Fondation du patrimoine, donc mon métier c'est d'être promoteur immobilier bas carbone. Donc je fabrique des bâtiments en bois. Je connais l'intérêt, en effet, de stocker du carbone dans les matériaux biosourcés issus de la photosynthèse. Vous savez que les arbres, il n'y a rien de plus simple pour désintoxiquer la planète que de faire pousser les arbres. Encore faut-il les protéger. Et donc nos poutres, nos charpentes sont des puits de carbone. Et évidemment, on a tout intérêt à les garder, d'autant plus que, comme vous le savez, dans l'acte de construire, 60% des émissions sont liées à la construction. Donc si on dit aux gens, vous ne pouvez plus habiter dans votre village parce qu'on est incapable, vous devez aller habiter en pavillon à côté, alors là je peux vous dire que du point de vue du bilan carbone, on aura tout faux, parce que ça veut dire d'abord reconstruire, donc ça veut dire des nouveaux matériaux de construction, ça veut dire beaucoup d'émissions, et puis ça veut dire ensuite après des transports en automobile. Donc voilà, c'est de toute façon, du point de vue de l'empreinte carbone globale, on aura toujours intérêt à rénover nos villages, nos centres-villes, dans le respect du patrimoine, et à ce qu'il y ait de la vie à l'intérieur de ces bâtiments. Et on n'imagine pas voilà, que nos bâtiments se détériorent et que nos villages se vident. Donc il faut trouver les solutions, bien sûr, il faut se mobiliser pour trouver les solutions. Le label est peut-être un des outils qui vont permettre de sauver ce patrimoine et de le rendre efficient du point de vue climatique, tout en le préservant et en évitant sa destruction, en fait, et son remplacement. Oui, oui, pour réagir à votre question, je voulais signaler qu'on a bien perçu aussi ce problème de prise de conscience, finalement, de l'impact énergétique positif du bâtiment patrimonial, en tout cas en ce qui concerne la phase de travaux, puisque les travaux sur le patrimoine, c'est avant tout de la main-d'œuvre, c'est beaucoup moins de matériaux, puis on garde un bâtiment existant. Et donc, on est en train de réaliser une étude d'impact environnemental qui va permettre de mesurer objectivement, à partir d'un certain nombre de cas concrets, quel est l'impact carbone, quel est l'impact écologique de la restauration patrimoniale. On tiendra compte aussi des émissions du bâtiment. Alors évidemment, c'est différent si le bâtiment a été rénové pour être moins énergivore ou pas. Et ça nous permettra d'objectiver ce constat, de le partager et de diffuser cette prise de conscience de l'intérêt des bâtiments patrimoniaux. Donc cette étude, elle devrait être disponible au cours de l'année 2023. Et évidemment, on sera heureux de vous la partager. Sur la question du crowdfunding et puis des startups qu'on a vu arriver, en effet, il y a quelques années, moi et à la Fondation, avec mes collègues du bureau, on a horreur du mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a horreur qu'il y ait des gens qui se disent philanthropes et qui en fait montent des business autour de la philanthropie. C'est quelque chose qui me donne de l'urticaire à titre personnel. Moi je suis bénévole à la Fondation du patrimoine
Et la philanthropie, elle ne doit pas être à l'origine d'enrichissement, de projets, de start-up financés par des business angels avec des retours sur investissement considérables. Voilà, alors donc il y avait des gens qui en effet se sont dit, finalement, il y a plusieurs milliards d'euros chaque année qui quittent les poches des Français pour aller vers des œuvres. Pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas entre les deux pour désintermédier tout ça et finalement prendre 5-6% et 5-6% de plusieurs milliards, ça finit par faire beaucoup d'argent. Donc voilà, on s'est ému de cela. Dieu merci, ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré parce que je pense qu'au bout d'un certain temps, les gens ne sont pas dupes. Ils savent qu'en fait, ils donnent à des entreprises privées et que la philanthropie, telle qu'elle est, sa sincérité, l'engagement bénévole des gens sur le territoire, finalement, change tout. Elle change tout. Nous serions une entreprise privée, avec Célia, Chief Operating Officer. Je pense que ça ne fonctionnerait pas. Voilà, c'est pour tout vous dire. Donc cette sincérité, cet engagement bénévole, il change tout et il faut le préserver. Et il ne faut pas croire que les tech-co vont sauver le patrimoine. Je n'y crois pas 2 secondes. Sur nos bénévoles, oui, nous sommes en train de féminiser très vite. Donc c'est mon ambition. Tout simplement parce que à l'origine, en fait, la fondation, elle a été créée autour beaucoup avec l'aide des chambres de commerce localement, et donc nécessairement par le fait des populations et des genres de l'époque, on s'est retrouvé avec des entrepreneurs à succès locaux qui étaient de genre plutôt masculin, en tout cas à l'origine, voilà. Et depuis 5 ans, avec Célia, nous sommes dans une promotion active de nos cadres féminins. Donc en Alsace, nous avons une femme. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons une femme pour diriger tout ça. Et nous en sommes absolument ravis. Et nous essayons aussi de rajeunir. Non, mais il faut que nous soyons représentatifs de la société et pas d'un seul segment, aussi honorable soit-il. J'ai pas mes vieux patrons de banques régionales, de caisses régionales, de telle et telle institution, ils sont formidables, ils sont très dynamiques, etc. Mais il faut que nous arrivions à les mélanger avec des jeunes actifs, voilà, et avec tout ce qui représente la force, parce que finalement, c'est cette réappropriation du patrimoine qui peut sauver le patrimoine. C'est pas Paris qui va sauver, c'est pas nous tous ensemble, malgré notre énergie, notre capacité de mécénat, c'est véritablement dans les villages qu'on peut retrouver la solution. Je continue très vite et sur le patrimoine religieux. Le patrimoine religieux, oui, on observe une grande mutation. Alors, le patrimoine religieux, vous connaissez l'origine du problème. Il a eu lieu probablement dans ces murs, en 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et finalement, on se retrouve avec des affectataires, c'est-à-dire le culte, qui nous disent finalement l'entretien de l'Église, c'est pas moi, l'entretien de l'Église, c'est monsieur le maire. Et on va voir monsieur le maire, et monsieur le maire nous dit, on est absolument désolé, mais il y a 12 fidèles à la messe le dimanche, et la messe n'a lieu d'ailleurs que plus qu'une fois tous les mois. Et donc, je suis désolé, mes ressources sont contraintes, je vais là où il y a de l'intérêt, je suis obligé de faire quelque part, de regarder les priorités, etc. Et donc, en fait, on se retrouve dans un vide. Sur les églises, on se retrouve dans un vide. Et si nous, on a 1000 églises aujourd'hui dans le grand hôpital que je vous décrivais à travers la France, donc 1000 églises en souscription, c'est parce qu'on est dans un vide. Et ce vide, en fait, pour réconcilier les choses, parce que nous, on n'est pas là pour faire de la polémique, on est là pour réconcilier les énergies autour du patrimoine, il se fait, en effet, aujourd'hui, autour de la discussion sur le partage des usages dans le respect du culte. Donc, la plupart du temps, quand nous intervenons sur des églises, d'ailleurs, elles sont désaffectées, je le dis très directement, parfois elles sont désaffectées depuis assez longtemps. Pour les églises sur lesquelles il y a le sujet du partage d'usage, elles sont désaffectées. Évidemment, nous intervenons sur des églises qui, elles, fonctionnent, avec des collectes pour essayer de les sauver. Donc, et je pense que la France est beaucoup plus ouverte qu'avant. On a un travail avec Bertrand de Fédot, notre vice-président, sur ce sujet justement de l'avenir du patrimoine religieux. Lui-même était secrétaire du cardinal Lustiger à l'archevêché de Paris, donc il connaît bien cet univers. Et avec un groupe de travail, il est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre en fait ces opérations de sauvetage et de réaffectation d'usage. Une fois encore, ça ne s'adresse pas à tout le patrimoine religieux. Qu'est-ce qu'on a raté? Il y avait une question sur les labels, sur les délais. Ouais, vas-y. Ah oui, avec les voilà. CAUE.
Voilà, donc sur la question des délais d'intervention des ABF sur les labels, alors d'une part c'est vrai que la nouvelle loi qui était adoptée suite à une initiative de la sénatrice Madame Verrien a permis donc de hausser le seuil des labels, ce qui a eu des effets positifs. On en a fait une étude dont on pourra vous transmettre tous les détails, puisqu'il y a eu une croissance de nombre de labels. Donc en volume, les labels dans les zones rurales n'ont pas diminué. Ils n'ont pas été vampirisés par des labels dans les petits bourgs, mais il y a eu une croissance générale, relativement maîtrisée, mais positive, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les communes de 2 000 à 20 000 habitants, c'est à peu près 14% de nos labels, mais ce sont des labels en plus. Voilà. Donc la norme que d'ailleurs le Sénat avait fixée sur le fait qu'au moins 50% de nos labels doivent être en zone rurale est parfaitement respectée. On est bien au-dessus, on est à 70% aujourd'hui. Donc on reste prioritairement dans les zones rurales, mais on ouvre une possibilité nouvelle dans les petits bourgs, ce qui est très vertueux dans des villes de type petites villes de demain ou autres, avec lesquelles on fait des partenariats pour avoir une action donc un peu plus systématique. Alors évidemment oui, ça va créer une tension sur nos ressources puisque, comme vous l'a expliqué Guillaume Poitrinal, quand on délivre un label, on doit donner une aide. Et dans un certain nombre de cas, on le fait grâce à des partenariats avec des collectivités. Certaines sont très généreuses, il y a beaucoup de départements qui participent, mais ça n'est pas le cas partout. Et donc il faut que la Fondation puisse contribuer elle-même. Et puis le coût des travaux se renchérit quand même. Donc il faut que nous, on mobilise le plus de fonds. On a aussi des collègues de mécénat non affectés qu'on peut utiliser pour financer ces besoins. Mais il faut avoir conscience que si on veut développer cet outil, il faudra aussi que la Fondation ait les moyens de pouvoir accorder ces aides. Et donc on continue à se tourner vers les collectivités ou d'autres sources de fonds qui nous sont données. Alors il y a un problème de process quand même, c'est qu'aujourd'hui, les propriétaires qui veulent faire des travaux sont dans une seringue parce que les entreprises exigent que les devis soient signés dans les 15 jours. Sinon, le prix sera inflaté et les matériaux ne seront peut-être pas disponibles. Or, le process administratif est d'une rapidité inégale. Il y a bien des endroits où on arrive à travailler très très bien avec les ABF parce que, par exemple, on se met autour de la table et on instruit très rapidement les dossiers que les bénévoles de la Fondation du patrimoine ont déjà regardés et triés. Et puis d'autres endroits, il y a des processus qui sont plus classiques. Donc l'ABF reçoit le dossier et parfois ça prend quelques mois. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop long pour les propriétaires. Donc on a entamé une réflexion interne et on a d'ores et déjà acté avec le ministère de la Culture qu'on allait partager des recommandations de bonnes pratiques que l'on constate dans un certain nombre de lieux et qu'on pourrait étendre au plan national pour que ça soit plus fluide et aussi qu'on économise du travail aux ABF qui, dans un certain nombre de cas, ils ont déjà vu en fait les dossiers au titre des autorisations d'urbanisme, dans les secteurs patrimoniaux remarquables, dans les abords de monuments historiques. En fait, les projets de construction et de rénovation leur ont déjà été soumis. Donc il conviendrait en fait de paralléliser les procédures pour aller plus vite, de se fixer des délais, parce que dans l'urbanisme, par exemple, il y a des délais de décision. Pour le label, on n'en applique pas. Il faudrait qu'on s'applique des délais, qu'ils soient normatifs ou qu'ils ne le soient pas. Et donc être plus efficace. Et ça, c'est un travail qui est en cours, dont on pourra vous donner les résultats d'ici quelques mois. Alors ça nous amène sur les relations avec le ministère de la Culture. Très honnêtement, elles sont très bonnes. Et elles sont en très nette amélioration. Donc il y a beaucoup moins ce sentiment que finalement nous sommes le petit patrimoine, voilà, c'est le monde des châteaux et le monde des petits. Voilà. Donc avec Rima Abdul-Malak, il y a quelque part, je pense, un échange qui est en train de se construire, qui est beaucoup plus dans le détail, beaucoup moins dans, je pense, l'apparence et le discours, et beaucoup plus terre à terre, parce que nous sommes une équipe d'action. Notre ambition, c'est l'action. L'ambition de nos bénévoles, c'est de livrer, c'est d'inaugurer, c'est de sauver, avec des temps qui nous sont contraints. Donc il y a clairement, je pense, de ce point de vue-là, en tout cas, il y a rien à... On ne va pas venir se plaindre ici de cette relation, elle est excellente. Et puis, vous avez posé la question du patrimoine naturel et du patrimoine maritime, c'est très important pour nous, on le développe. Ça marche très bien, nos collectes fonctionnent très bien. D'ailleurs, voilà, j'ai un bateau là où on a déjà récupéré 85%, on a déjà récupéré 279 000 €, le bateau de course croisière Yannicka Illingworth. Mais on en a plein des bateaux. Donc si vous allez sur notre site, vous allez trouver des magnifiques vieux gréements. Il y en a partout. Il y a qui vont de la petite barque de perche Pépito, où on essaye de récupérer 10 000 €,
jusqu'à des vieux gréements magnifiques avec 2 mâts. Vous pouvez les découvrir. On est tout à fait mobilisé sur le patrimoine maritime. Patrimoine naturel, oui, pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de demandes sur le patrimoine naturel? Il y a évidemment une conscience générale de la nécessité de protéger notre magnifique patrimoine naturel, mais il y a aussi et également l'effet du réchauffement climatique sur les arbres, et donc il faut replanter la France. Donc et replanter la France, ça coûte des sous. Donc très clairement, aujourd'hui, nous sommes à la manœuvre pour essayer de trouver des mécénats sur ces forêts et pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Hein. C'est principalement ce qui nous est demandé et ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, pour compléter sur le patrimoine naturel, la Fondation du patrimoine a cette originalité que dès sa naissance, elle a été créée pour répondre aux enjeux du patrimoine architectural et du patrimoine naturel, avec une double tutelle de fondation. Hein, donc ce n'est pas une tutelle d'établissement public, mais une tutelle de fondation du ministère de la Culture et du ministère de l'Écologie. Et dans notre histoire, on a plus développé la section patrimoine architectural, mais la section patrimoine naturel a toujours été existante. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est traiter les sujets dans leur globalité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de césure, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le cadre de nos villages. Donc il faut qu'on puisse aborder la question de la rénovation écologique du bâtiment, la biodiversité qui se niche dans les environs. Il y a de la nature aménagée, et puis il y a des espaces qui sont protégés au titre du Code de l'environnement. Mais tout ça, c'est une continuité. Et le patrimoine naturel, il voyage, il n'est pas statique. Donc il est très important qu'on puisse traiter tout ça. Et comme le dit Guillaume Poitrinal, il y a une formidable capacité à lever du mécénat et des dons, puisque c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les entreprises et aussi nos concitoyens. Et du bénévolat. Donc on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir en disant on veut se mobiliser, aidez-nous, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Et là, la Fondation est tout à fait prête à les accueillir et à aider sur la réalisation de ces projets de sauvetage. Dernière question, peut-être, Président, sur la baisse des collectes. Est-ce qu'on observe une baisse des collectes? La réponse est oui sur les petites collectes. Donc là, il faut être très direct. La réponse est oui sur les petites collectes. Statistiquement, nous avons aujourd'hui une baisse des collectes. Voilà, ça va nous obliger à pédaler plus vite. La pente est rude, notre sillon est droit, et on va essayer d'aller chercher encore davantage de moyens partout où c'est possible pour aller au secours de ce magnifique patrimoine français. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Vous savez qu'ici, on est très attentif au patrimoine et vous nous trouverez toujours à vos côtés, bien sûr, pour défendre ce patrimoine nombreux et divers, y compris naturel, comme vous avez fort bien insisté. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à répondre à chacune de nos questions. 2 éléments d'information avant de clore cette commission. D'abord pour dire que nous recevrons le général Georges Lain le 18 janvier. Donc vous avez ouvert un champ de questions que nous ne manquerons pas de reposer au général. Et puis, 2e élément d'information, la tribune que beaucoup d'entre vous ont consignée paraît aujourd'hui dans Le Monde en version numérique et en version papier également. Voilà.